On est ravis parce que vous êtes nombreux, vous étiez nombreux la semaine dernière, puis là je vois qu'il y a déjà presque 50 personnes qui sont là, donc c'est super, ça veut dire que ça correspond à une attente. L'idée encore une fois, c'est de faire un temps d'échange. On va faire comme la semaine dernière, on vous a préparé un petit topo suite aux dernières annonces du gouvernement, sachant que d'autres vont arriver vers 16 heures. L'équipe Amnesty est bien mobilisée, donc on devrait avoir aussi des infos pendant notre échange. Voilà, ils vont regarder de part et d'autre. Et ils nous ont préparé un petit document que je vais vous présenter de synthèse assez court, comme la semaine dernière. Voilà, pour celles et ceux qui n'ont pas forcément tout suivi, on vous remet au goût du jour avec les dernières informations. Juste 2 points techniques. Pour Benjamin, si tu veux lancer l'enregistrement ou si tu me dis si tu veux que je le lance. C'est fait déjà, Ok, à super, l'instant. parfait. Et donc, je vais tous vous passer en muet, mais je vois que vous êtes super bien organisés. Vous êtes déjà pour la plupart en muet, pas de problème. Il y a une petite fonction pour ceux qui ne connaissent pas dans Zoom pour lever la main, pour prendre la parole. Moi, ça me permet de vous voir après et de répartir la parole. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez demander, poser la question dans le fil de conversation, mais quand vous faites vous allez dans votre profil où il y a tous les participants, vous avez un petit bouton lever la main. Donc, je vais partager un écran pour vous présenter le travail qui a été fait par l'AMSTI. J'en profite pour remercier toute l'équipe AMSTI qui a fait ce boulot-là. Je ne fais que le porte-voix. C'est pas mon travail. Je vais partager un écran. Vous me direz si ça va. Si Didier, tu peux me le dire. Ouais, c'est bon. Hop, Ouais. c'est tout bon? Non, attends, ouais, c'est bon. Parfait. Donc, on va notamment parler des dernières annonces du président et du ministre de la Culture. Pour rappel, donc, il y avait déjà des mesures d'urgence qui avaient été mises en place, avec notamment le prêt garanti par l'État, l'activité partielle, le fonds de solidarité, le report des cotisations sociales et le report des charges fiscales. Ça, c'était des choses qui étaient déjà en place. Notre calendrier, donc lundi 11 mai, donc dans quelques jours, possibilité d'ouverture pour des musées, médiathèques, avec encore une fois quelques incertitudes sur les définitions. Si respect des règles sanitaires, masque, gestion des flux, éviter les croisements, il manque un S, peu importe la catégorisation départementale, rouge et vert. Fin mai, décision d'une potentielle date d'ouverture des grands musées cinéma. Encore une fois, ça c'est au conditionnel, on a assez peu d'infos là-dessus pour l'instant. Pour le spectacle vivant et les salles de cinéma, on a eu des nouvelles annonces. Donc le 11 mai, possibilité de réinvestir les lieux pour les fonctions administratives et des éventuelles répétitions. Décision fin mai sur l'évolution de la limitation des rassemblements de 10 personnes. Réouverture doit être discutée avec les maires, les préfets et les professionnels concernés. Donc ça, c'était des nouveautés. Pour les festivals et les grands rassemblements, donc il n'y aura pas de rassemblement de plus de 5000 personnes pendant tout l'été. Discussion actuelle avec toutes les disciplines pour définir les règles qui permettront la réouverture, le retour devant le public. Création d'un fonds festival, souhait du gouvernement que les collectivités territoriales abondent ce fonds. Encore une fois, c'est un souhait, on va voir comment ça se traduit derrière. Pour les tournages, on est peut-être un peu moins concerné par ça, mais il y a quand même une création d'un fonds public d'indemnisation pour les tournages audiovisuels et cinématographiques. L'État va abonder et demander aux banques et aux acteurs privés de soutenir ce fonds-là. Transposition en droit français des directives européennes SMA et droit d'auteur. Protection des catalogues de films, séries menacés d'éventuelles acquisitions. Annonce à venir en concertation avec Bruno Le Maire. C'est un point qui est assez sensible pour ceux qui suivent cette thématique-là. Pour les artistes et les auteurs, donc des nouvelles annonces sont arrivées, possibilité dès mi-mai de bénéficier du fonds de solidarité, possibilité de se faire rembourser les loyers, donc si vous avez des ateliers ou des studios, exonération de cotisations sociales pendant 4 mois et grand plan de commande publique, quelle que soit la discipline, visant surtout les jeunes créateurs. Un point qui va nous concerner un peu plus, c'est donc pour l'aspect intermittent, c'est EAC, donc année blanche pour prolongation des garanties jusqu'à fin août 2021 pour les intermittents. Et un point qui peut nous concerner pour le coup, c'est le développer et réinventer l'éducation artistique et culturelle à moyen et court terme avec l'EAC notamment, et la mise en place de présence d'acteurs culturels dans le monde de l'enseignement. Souhait d'un été apprenant, imaginer de nouveaux modes de rencontres entre les artistes, les créatifs et le public. Voilà pour la présentation très rapide. On a prévu d'échanger en fait sur une thématique bien précise. Donc, je vais laisser la parole à Didier dans quelques secondes. Je vais laisser juste ça. C'est une période qui est très compliquée pour nous toutes et tous, mais l'idée c'est d'enclencher
une nouvelle vitesse pour avancer et faire des propositions et réfléchir à ce que pourrait être demain. Donc on s'est dit, suite au retour que vous nous avez proposé la semaine dernière, de travailler sur une thématique autour de l'interactivité notamment, puisque nous sommes des lieux où la distanciation sociale, c'est un vrai problème pour nous, parce que nous sommes des lieux de manipulation, d'interaction, d'expérimentation. Donc on voulait commencer à travailler sur cette thématique-là et voir comment on pourrait imaginer demain. L'idée étant dans une dynamique un peu en rupture avec une ambiance un peu anxiogène qui nous anime depuis quelques mois. L'idée, c'est de pouvoir se projeter dans le futur avec une dynamique très positive et commencer à enlever cette contrainte-là, à réfléchir à des choses différentes et proposer et imaginer. Et c'est toujours plus intéressant à plusieurs. Donc, je laisse la parole à Didier qui nous présente une légère introduction, puis ensuite on aura des témoignages suivis après d'échanges avec vous toutes et tous. N'hésitez pas à poser plein de questions, des remarques. Voilà, on s'est prévu une petite heure ensemble, donc c'est un lieu d'échange, c'est fait pour ça. À toi Didier. Merci Guillaume. Du coup, l'idée c'est d'introduire un petit peu, mais très brièvement, les 4 interventions qu'on aura par la suite. Là, on vous a mis en fait finalement la définition de la route de ce qu'est l'interactivité. Et dans le sens où en fait on peut la regarder de 2 points de vue, et nous c'est vrai que celle qui immédiatement dans notre champ professionnel on imagine c'est celle qui serait plutôt la 3e ici, c'est favorisant un échange du coup avec les publics. Mais par ailleurs, on peut aussi l'extrapoler avec sa dimension informatique, et du coup qui aujourd'hui aussi trouve d'une certaine manière un sens quand on utilise des dispositifs numériques. En fait, dans ce temps assez particulier et dans cette perspective de réflexion, évidemment, notre savoir-faire, notre ADN, c'est cet échange avec les publics. C'est aussi, du coup, je me suis amusé à rechercher un petit peu une définition, donc très brièvement. Donc, c'est dans Culture et Musée. Du coup, Guillaume, est-ce que tu peux… Voilà, merci. C'est dans Culture et Musée, donc en 1984, donc ça date. Du coup, l'auteur de cet article nous indique que finalement, nos lieux, et plus particulièrement les musées, mais on peut l'extrapoler au centre de sciences, à nos événements, au Fab Lab, etc., sont des lieux aussi où généralement on est d'une manière globale socialisé, c'est-à-dire qu'on est en échange avec d'autres, que ce soit avec des membres de notre famille ou avec des membres autres et des publics qui viennent visiter un lieu, partager quelque chose, découvrir et s'immerger dans un univers. Et aujourd'hui, les dispositifs sanitaires qui nous sont proposés peut-être peuvent être en sens opposé de ces définitions ou de cette notion d'interactivité. Et donc, quand on regarde un peu tout ça et qu'on regarde qui on est, donc du coup la diapo suivante, en fait on se rend compte que finalement nos lieux sont vraiment des lieux alors du coup Guillaume, tu l'as? Ouais, ça vient, il y a un décalage. Okay. Pardon. Donc du coup nos lieux sont vraiment des lieux où il y a de l'échange, il y a de la manip, il y a de l'interaction, où on touche, où on pose nos mains, où on postillonne, où on envoie des gouttelettes ici ou là parce qu'on est content, parce qu'on est joyeux. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans un espace où justement les conditions sanitaires ne vont plus être tenues, ou alors il va falloir passer à nettoyer toutes les demi-heures, voire pourquoi pas toutes les 5 minutes, les espaces. Tous nos moments aussi sont des moments de rencontre. Donc, du coup, comment travailler sur ces instants et comment les mettre en adéquation avec la crise sanitaire, et aussi permettre à nos publics de revenir dans nos lieux. Donc ça, ce sera une question aussi qu'il faudra que l'on aborde ici collectivement. Et puis, on pourrait avoir cette tendance à se dire, c'est le numérique qui va peut-être finalement nous solutionner tout ça. Du coup, Guillaume, la suivante. Ouais, j'arrive, pardon. Ah oui, et du coup, là, c'était aussi pour montrer qu'il n'y avait pas finalement c'est pas parce que centre de sciences, muséum, collection ou pas collection, vivant ou pas vivant, l'interaction, elle est permanente dans nos lieux, quoi.
Et le numérique dans tout ça, j'ai aussi poussé un petit peu le vice sur une situation où là, on est plutôt dans l'individualisme, c'est-à-dire qu'on le pratique quasiment tout seul. Mais c'est vrai qu'entre autres, sur la photo avec le cube, on voit qu'il n'y a aucun sentiment de sensation, de préemption d'un outil. Et donc, du coup, peut-être que finalement, on est là dans une solution, mais est-ce qu'elle est suffisante ou satisfaisante par rapport à la suite, à notre façon de travailler, et ça, à savoir ce lien avec les publics, c'est peut-être moins certain. Donc voilà, c'était juste pour présenter un petit peu de manière euh, générale et un petit peu ces idées qui doivent peut-être susciter des réactions et des remarques. Et du coup, en fait, on a préparé ce petit rendez-vous donc avec 4 intervenants. Et Guillaume, je te laisse faire la suite si tu veux bien. Alors, oui, avec plaisir. Merci Didier. Peut-être je vais proposer à Christelle, alors pour le coup, je ne l'ai pas vue, du vaisseau Si sur elle est mes là, je l'ai visuels. vue. Elle est là, tu l'as vue très bien. Parce que là, pour le coup, j'ai plein de gens devant moi et c'est difficile de voir tout le monde. Ok, Donc, la Christelle du vaisseau, encore une fois, comme l'année dernière, n'importe quoi, la semaine dernière, je vous propose des prises de parole assez courtes pour qu'on garde du temps pour l'échange. On a voilà, quelques personnes qui vont prendre la parole et ensuite, c'est un échange libre et constructif avec vous tous. Donc, Christelle, si tu es bien là, je te laisse prendre la parole. Bonjour. Bonjour à toi. Bonjour à tout le monde. Ravie de vous revoir pour certains ou de vous voir. Je ne vais pas refaire le sketch de la semaine dernière, mais quand même, c'est toujours intéressant de se re-rencontrer. Effectivement, moi j'avais bien aimé, enfin j'avais même proposé qu'on puisse appréhender cette question de l'interactivité tellement elle interroge en fait nos structures. Et toi-même, Guillaume, tu disais, ça nous mettait un peu à terre en fait ce qui se passait en tant que centre de sciences. C'est quand même des mots hyper forts. Et comme je l'ai dit un peu la semaine dernière, le vaisseau ayant l'impression, et comme beaucoup, de cumuler les tares Corona compatibles, on a envie de se questionner pour aller plus loin sur ces questions. Et puis j'ai questionné mes enfants à midi sur les enfants, vous connaissez le vaisseau, qu'est-ce qu'on fait avec ce coronavirus et les gestes barrières que ça y est, ils ont quand même un peu appréhendés. Et donc ils avaient deux possibilités, c'était soit d'utiliser des espèces de robots désinfectants dans lesquels on mettait toutes les pièces et que du coup le robot allait leur rendre pour pouvoir les réutiliser. Ça, c'était mon fils de 10 ans. Et ma petite, elle voyait en fait des solutions de gel hydroalcoolique qu'on allait donner à tous les enfants qui rentreraient au vaisseau, puisqu'ils allaient évidemment bien se désinfecter les mains entre... Bon, et ben moi je suis toujours pas très... je les ai remerciés bien sûr et je leur disais que j'allais vous donner d'ailleurs leurs idées, mais ça n'empêche que je suis toujours pas hyper convaincue dans le sens où malgré tout ça reste en fait des solutions qui ne font que essayer de rendre compatibles finalement les manipulations. Et donc c'était pour ça moi que j'avais envie qu'on puisse s'interroger et j'ai des collègues qui sont là et qui ont déjà des idées, donc c'est pour ça qu'ils viendront certainement plus que moi, s'interroger sur finalement l'interactivité. Tu l'as un peu dit Didier, on pense tout de suite pas manip et c'est normal. Et à la fois je trouve que si interroger l'interactivité aujourd'hui c'est nécessaire du fait de la crise, c'est peut-être une opportunité pour finalement encore plus valoriser l'expérience de visite générale qui mêle muséo, scéno et médiation humaine. Et peut-être qu'il y a quelque chose à aller interroger là-dessus pour le futur. Parce que ce que je ne sais pas faire, c'est comment on fait avec nos expos actuels, par contre, pour les rendre visitables assez rapidement, notamment quand c'est des enfants en fait qui sont là. Donc c'est pour ça que c'est ce que je disais à Didier tout à l'heure, oui je veux bien réintervenir et à la fois je n'ai pas de stratégie de réouverture pour le vaisseau, donc je n'aurai pas de baguette magique, toujours pas cette semaine. Mais il me semblait qu'il y avait ce triangle aussi, vous savez, Mind Zone, Earth Zone et End Zone, qu'on peut peut-être réinterroger en le End Zone, peut-être en globalisant sur le Body On, si on devait reprendre ces anglicismes-là, pour en faire quelque chose de plus général. Voilà pour ma toute petite introduction. Et tu souhaites donner la parole à des collègues, c'est ça, si j'ai bien compris? Je pense qu'ils interviendront par eux-mêmes si okay. On n'a pas convenu d'une chorégraphie dans ce sens-là. Pas de souci, ça me va très bien. Je propose de laisser la parole à Nicolas pour l'Exploradome, aussi également pour une prise de parole sur ce sujet-là. Nicolas, je te vois un peu dans le noir, mais nous t'apercevons. Non, c'est bon, t'inquiète. Voilà, je me mets la lumière dans la figure. Non, mets-toi à l'aise. Merci d'avoir organisé ce webinaire.
Et puis merci à l'AMSTI de nous soutenir dans cette épreuve. C'est vraiment important, effectivement, de le rappeler. En ce qui concerne l'Exploradome, on a une problématique. C'était tout à l'heure dans les images diffusées par Didier. On se qualifie notre slogan, c'est le musée où il est interdit de ne pas toucher. Donc là, la proposition est un petit peu compromise, pour le moment, en tout cas interrogée. Nous, pour autant, on n'envisage pas de renoncer à cette approche-là, ni sur les expositions, ni dans la médiation qu'on fait au quotidien, qui, de fait, met en jeu le corps, les mains. On considère, on espère que c'est une phase transitoire. Il va falloir l'accompagner, elle risque de durer, de laisser des traces au moins pendant des mois, voire jusqu'à l'année prochaine. Pour autant, là, on est vraiment en ce moment en train de travailler le protocole sanitaire qui va nous permettre de réouvrir. On le fait main dans la main avec les collectivités, en particulier avec la ville, puisque c'est vraiment important de gagner la confiance de ces collectivités pour pouvoir rassurer les publics. Ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille profondément. Et pour envisager une modalité qui permettra encore de toucher, tout en respectant les mesures sanitaires. Je n'ai pas de recette miracle pour le moment. Nous, on a la chance d'être, si on peut dire dans ces conditions, d'être un musée de petite taille, assez réactif. Donc, on n'a pas les mêmes problématiques que des centres plus grands qui ont à gérer des flux beaucoup plus importants. Moi, ce que je peux dire pour conclure par rapport au numérique, je ne le vois pas comme quelque chose qui va transformer littéralement l'approche de la manip. On ne peut pas substituer l'expérience numérique à l'expérience manipulatoire. C'est des choses qui vont ensemble, qui se complètent. En revanche, ce que je vois dans les usages, c'est que clairement, cette crise, elle a modifié notre rapport au numérique en ligne, dans les collaborations, par exemple, entre nous, avec nos publics. Il y a vraiment des modifications très profondes là-dessus. Et je pense, et j'espère, je pense que là-dessus, il faut y travailler, à ce qu'il y ait une continuité après, qu'il y ait un avant et un après, et qu'on utilise cette phase de transition pour renforcer tout ce qu'on a pu faire de cette manière-là, pour toucher nos publics à distance, pour aussi entre nous collaborer différemment. Par exemple, je pense, pour lui faire de la pub, mais au réseau Discord, c'est quelque chose que déjà beaucoup de gens utilisaient avant, mais un peu moins dans le champ de la CSTI, un peu moins de manière aussi partagée. Et ça casse un peu les modes de communication habituels. J'ai le sentiment dans notre institution, même si elle est de taille modeste, on est que 35 salariés, il y a une circulation d'informations beaucoup plus importante. Et ça, c'est des choses qui vont changer. Et puis bon, il y a plein d'autres usages, je ne vais pas faire la liste de choses qu'on peut faire différemment grâce au numérique. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Merci Nicolas. On débattra tout ça peut-être après, je continue le tour. Donc je propose à Michel pour Univers Science, je t'aperçois en bas. Une expo sans manip, ça pourrait être quoi alors chez vous? Alors, une expo sans manip, ça pourrait être plein de choses, dans la mesure où, en fait, je vous écoutais, là je me disais, si on faisait le même rendez-vous dans 2 semaines, je suis sûre que les réactions et les propositions seraient différentes, et elles sont déjà différentes il y a 2 semaines. Je crois on a dépassé, en tout cas à Univers Science, on a dépassé l'état de sidération. On se disait, notre métier est remis complètement en cause. On a plein de nouvelles idées en fait pour nos expositions, et pas plus tard qu'hier, il y avait des muséos qui étaient là en train de dire, ok, le prochain défi, c'est une expo sans les mains, mais avec tout le reste du corps. Le coude, le nez, les fesses, les genoux, tout ça, ça peut interagir aussi dans une exposition. Donc, on est en train d'essayer de transformer, je dirais, le contexte en une source de nouvelles expériences. Donc, un peu ce vers quoi, à l'exception des expositions type Cité des enfants, où on a à peu près le même casse-tête que Christelle. On a d'ailleurs échangé récemment sur le sujet, j'y reviendrai brièvement. Mais pour le reste des expositions, on est en train de shifter, si je peux dire, de la manipulation, où on considérait que c'était la main qui était le vecteur de l'interaction, à l'idée qu'en fait l'interaction, c'est ce qui met en jeu l'ensemble du corps. Et donc on va avoir des déclencheurs qui seront
qui seront avec une infinie variété. Alors, j'ai demandé à Sophie Lécuyer d'être là aussi. Elle va prendre la parole juste après moi. Parce qu'en fait, ce qu'on a déjà fait, on est en train d'adapter nos expositions, mais on est surtout en train d'adapter celles qui vont ouvrir. Et Sophie va donner des exemples de donc cette expo dont elle va parler va ouvrir en décembre. Donc, on a juste le temps de transformer en fait tout ce qui est de nature d'interface. Parce qu'en fait, ce que questionne cette crise, c'est pas le propos de l'exposition, c'est même pas notre projet pédagogique, c'est vraiment une question d'interface, de nature de l'interface. Donc, c'est une vraie question de designer. Et donc, ça, elle va vous en parler. Par ailleurs, pour revenir à la question de la manipulation, moi, perso, j'aime bien la proposition de tes enfants, Christelle, parce qu'en fait, je crois qu'il y a… alors, je ne dis pas qu'il faut nécessairement un robot, même si on a Margot est spécialiste, elle pourra vous aider, mais je crois qu'il y a beaucoup à faire dans l'invention de dispositifs qui responsabilisent le visiteur dans la prise en charge de sa propre sécurité. Et bien sûr, on a l'idée du gel, l'idée de la lingette, mais on est en train à Universcience d'investiguer avec des partenaires privés, hein, des designers, des manipeurs. Hein, on a toute la bande des manipeurs qui font nos manips. Ils ont plein d'idées, et notamment des idées de nettoyage. Et entre autres, on va explorer les techniques UV, par exemple, pour nettoyer les surfaces des objets. Donc, c'est peut-être pas un petit robot qui va venir les chercher, les nettoyer, mais c'est peut-être une petite machine dans laquelle on glisse l'élément avec lequel on a interagi et qui pourrait être ainsi désaffecté. Donc, je crois qu'il ne faut pas oublier qu'on est sciences techniques industrie et qu'on a c'est l'innovation qu'on doit essayer de mettre en évidence et d'essayer de valoriser dans cette période un peu particulière. Et donc, c'est peut-être une période extraordinaire d'innovation muséographique. Et dernier petit point avant de passer la parole à Sophie, le visiteur, il n'est pas tout seul. En fait, quand même, on a dans cette peur qu'on a en disant il va être tout seul. Non, c'est l'entité de visite. C'est l'entité de visite qu'il faut considérer, c'est-à-dire le petit groupe qui vient ensemble, qui est sous le même toit et qui, lui, va pouvoir interagir, se passer des choses, faire ensemble, parce que c'est ça sa réalité de tous les jours. Donc, c'est pas, je ne crois pas qu'il faut réfléchir à des visiteurs tout seuls, mais bien à des entités de visite. Et si vous me permettez, j'ai passé à Sophie qui va vous lister deux pistes. Bonjour à tous. Alors, on est en train de préparer une exposition sur le jeans, le blue jeans, le vêtement. Donc, on voulait faire plusieurs éléments manipulatoires. On voulait expliquer ce que sont les armures aux visiteurs. On voulait leur faire un simulateur de couture où ils mettaient les deux mains sur un écran pour simuler de la couture. On voulait leur faire des expériences dans un atelier où ils devaient faire du recyclage d'éléments en petit comité. Donc, quand on nous a expliqué qu'il fallait qu'on rende Corona compatible nos expositions, on s'est dit tout de suite qu'en plus, en ce qui concerne le tissu et en ce qui concernait les manips, on a été assez radical. On s'est dit ça va être une exposition qui ouvre en décembre, donc juste au moment où on sera encore dans la crise. Il ne faut pas qu'on touche parce que sinon les visiteurs vont venir peut-être avec un aspect anxiogène. Il faut vraiment qu'on fasse tout pour que la visite soit le plus fluide possible, qu'on ait quand même des choses à faire, mais varier vraiment les médias. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est on imagine les choses sans les mains. On va essayer de trouver différentes interfaces qui font qu'on a quand même quelque chose à faire. Donc, le plus évident, c'est tout ce qui est capteur, déclencheur à la place des clics sur les écrans tactiles. Donc, ça, c'est assez simple. Par contre, pour d'autres manipulations, on voulait en fait que les gens créent leur propre jean. Donc, c'est pareil, c'était via un multimédia. Là, l'idée, on s'est dit qu'on allait utiliser de la Kinect et que le visiteur allait pouvoir virtuellement toucher des éléments et pouvoir recréer son propre jean. Donc, ce qui fait que là, pour le coup, c'est avec son corps où en fait, il va être sur plusieurs grands écrans et il va pouvoir manipuler des éléments. Et là où on essaye que ça reste quand même collectif, même s'il n'y a qu'une seule personne qui manipule, c'est que le fait que ce soit plusieurs visiteurs qui puissent avoir le retour de ce qui est fait par ce premier visiteur. Et on est en train d'explorer une autre piste qui est la piste
d'avoir des réponses par des pédales au sol ou par des tapis contact au sol qui permettent en fait des déclencheurs et pareil, avoir une mobilité physique autour des éléments. Donc vraiment, on a travaillé là-dessus. Donc l'expo était un parcours libre. On a créé un parcours contraint. C'est pas très grave. Ce qui nous a plus posé souci, c'était l'atelier, parce qu'on avait un atelier où on voulait recevoir des petits groupes de 10 personnes et où on avait entre un assistant couturier qui leur invitait à expliquer ce qu'était l'upcycling et que les gens eux-mêmes créent leur propre petite pochette avec un jean. Enfin, c'était vraiment pour expliquer ces éléments-là. Donc, pour l'instant, il ne semble pas possible que nous ayons des ateliers comme ceci. Donc, on s'est dit peut-être gel hydroalcoolique. Sinon, on va proposer en fait de mettre des métiers, des gens qui viennent pratiquer leur métier à l'intérieur de l'atelier et la possibilité avec une distance raisonnable, la possibilité d'un échange avec les visiteurs qui questionneraient ce qu'ils sont en train de faire. Donc là, on est en train d'explorer pour expliquer le tissage des gens qui viendraient avec leur métier à tisser, des gens qui viendraient faire de la couture, des créateurs qui pourraient expliquer quelle est leur modalité de création. Donc, ça a repris une interaction de ce moyen-là. Voilà, en gros, les pistes que nous sommes en train d'explorer. Et l'idée, c'est vraiment ça, de se dire, prenons cette contrainte comme quelque chose de positif et poussons l'idée de je ne peux pas utiliser les mains, quels sont tous les autres éléments que je peux utiliser. Alors, avec la cellule accessibilité qu'on a à la cité, c'est des questions qui se posent déjà aussi tous les jours. Donc, effectivement, le coude, effectivement, les pieds, effectivement, les genoux, et peut-être utiliser les kinettes ou les différents instruments qui existent pour pouvoir faire ces éléments-là. Et tout ce qui est capteurs, parce qu'on a effectivement, comme le disait Michel, on a beaucoup de manipeurs qui ont plein de choses dans leur besace et qui sont prêts à nous sortir plein d'idées. Donc, je pense qu'on va pouvoir réagir et avoir un autre type d'interactivité. Merci Sophie pour ces précisions, c'est passionnant. Ce qui m'arrive comme question là tout de suite maintenant, et peut-être que c'est partagé par plusieurs d'entre vous, c'est que est-ce que ce Corona compatible, il va durer 6 mois, 4 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans? Est-ce que toutes nos formes de médiation vont devoir s'appuyer là-dessus dans le futur? Est-ce qu'à un moment, on va revenir dans ce fameux monde d'avant? Est-ce qu'on est en train d'imaginer un modèle de médiation éphémère? Est-ce que ça va changer nos pratiques? Est-ce qu'on va se questionner à chaque fois? Tout ça, c'est absolument passionnant et je rejoins bien sûr votre position en essayant de trouver une dynamique positive. Après, là, on est sur une immense machine qui est Universcience et c'est super d'avoir un paquebot comme ça qui nous permet. Ça, c'est pas applicable partout parce que c'est aussi des moyens financiers, tout ça, ces capteurs, et la distanciation sociale, la présence d'un médiateur, une présence proche, c'est extrêmement important dans nos lieux. Et là, on est en train de nous dire qu'il faut être à 4 mètres avec une visière et avec plein de choses autour de nous. Et c'est à l'opposé de ce qu'on a envie de faire avec nos publics, donc c'est compliqué. Mais c'est encore une fois très passionnant de vous écouter. Alors, je vous propose de vous laisser la parole. Mathéo, pardon, j'ai oublié. Merci Didier. Voilà, bien joué. Mathéo, je n'ai pas du tout à l'écran, Mathéo, pour le coup. Je ne sais pas où tu es. Si tu m'entends, excuse-moi, j'ai oublié. Je te laisse la parole. Bonjour à toi. Oui, merci beaucoup. Donc, nous, l'idée à Trace, l'espace Brigitte Desgènes, c'était de parler un peu de la façon de garder l'interactivité en allant en ligne. Je me permets juste une petite réaction parce que c'est déjà toujours passionnant ces petits échanges. Je rebondis sur ce que Michel disait et je trouvais ça très fascinant. Je crois qu'un bel défi de réaliser cette expo, que je peux me lancer avec un titre, c'est « Coude, l'expo à n'est pas touché ». Et de voir si on est capable de faire une expo à ne pas toucher et à le faire sans recours à aucun outil numérique. Je crois que c'est un défi tinkering déjà lancé et je trouve qui pourrait être vraiment très intéressant. Mais là, voilà, c'est dont on voulait parler parce que nous, on a fait un peu de choré, non pas de chorégraphie, mais quand même, il y a l'équipe qui met en place certaines activités en ligne qui est là avec moi. Et c'est qu'on a, donc, je rappelle, Trace à une activité à l'espace des sciences Brigitte Desgènes et des activités dans les quartiers prioritaires avec les centres des sciences pop-up, notamment, qu'on fait dans les quartiers prioritaires de la ville de Paris en utilisant des boutiques désaffectées pour en faire des petits centres de sciences. Et évidemment, les besoins que tout le monde a eu, c'est de garder les contacts avec les publics.
Et nous, on a voulu lancer des choses en ligne en les faisant, en gardant 3 éléments de l'interactivité. Merci Didier pour l'introduction parce que ça répond. Et c'est interactivité dans le sens de garder l'interactivité entre nous et nos publics, c'est-à-dire avoir ces vrais dialogues entre nos publics et le monde de la recherche, donc avec les chercheurs où on peut construire ces vrais dialogues bidirectionnels avec les chercheurs, et aussi entre nos publics et l'environnement qu'ils ont autour, qui a changé. Mais quand même réapprendre à regarder, toucher et manipuler ce qu'on a autour de nous. Ce n'est pas ce qu'on a fourni dans les centres de sciences, c'est ce qu'on a peut-être à la maison. Et donc, comme voilà, on est venu avec l'équipe qui a mis en place les programmes Confinta Science, je crois que c'est Maxime Leroy qui est un des médiateurs et responsable surtout de toute la médiation Tinkering et Maker, qui peut introduire ce qu'on a fait. Maxime. Alors, à lui, ouais, pas de souci. J'entends pas Maxime. Non, je ne le vois pas. Est-ce que tu as vu qu'il était là, Maxime? Oui, il l'a confirmé il y a 30 Alors, secondes. peut-être que c'est juste le micro qui n'est pas activé pour Maxime. Si son micro est activé, mais il ne semble pas faire passer le son. Bon, très bien. Donc, peut-être alors Maxime passera à la fin parce que, donc, disons, les programmes qu'on a mis en route s'appellent Confinta Science. C'est une série de live où on a voulu garder cet aspect du contact direct, donc avec beaucoup d'interactions à travers les chats avec les visiteurs, avec certains critères que peut-être on va reprendre à la fin. Peut-être on peut donner un exemple d'une des animations pour faire comprendre en quel sens on a essayé de réinterpréter l'interactivité. Et je crois que c'est Arnaud Mahler, qui est un autre médiateur, qui peut raconter un exemple de ces types d'interactivité en ligne. Vous m'entendez? Cette fois, ça marche. Oui, parfaitement. Super. Oui, vas-y. Du coup, ouais, donc ça, c'est un exemple de ce qu'on a proposé pendant le confinement. Et du coup, c'était de se dire, de tirer parti de ces conditions de confinement pour faire un atelier un peu différent qu'on aurait fait en face publique. Et du coup, là, le contexte était de s'intéresser à un pendule. Et j'avais construit un grand pendule chez moi de plus d'1 mètre. Et il fallait essayer d'estimer tous ensemble, grâce au travail de chacun, la durée de la période. Combien de temps il mettait à faire un aller-retour, un battement. Et du coup, l'idée, c'était de permettre à chacun de faire une petite expérience chez soi, donc de construire chacun son pendule avec son matériel de sa maison, pour après nous donner la mesure de son pendule à lui, et on cumulait, on regroupait toutes les mesures de tous les participants et de toutes les participantes. On a eu plus d'une 50aine ou une 60aine de mesures en tout, donc chacun avec son pendule, avec son matériel à la maison. Et du coup, avec ça, on a pu, avec quelques outils mathématiques, essayer d'estimer la période de mon grand pendule qui était derrière moi dans le live, et de trouver, avant de le lancer, le temps qu'il mettait à faire un aller-retour. Du coup, l'idée de cette activité, c'était déjà, avec le live, de pouvoir toucher plus de personnes qu'en face publique. Le fait que les gens puissent utiliser leur matériel à eux, donc s'approprient du matériel du quotidien avec un aspect scientifique, donc donne un autre regard à ce qu'ils ont autour d'eux. Et du coup, donc pour le résultat, ce que ça avait donné, donc je vais ramener ici. À la fin, en gros, voilà, on avait une espèce de grand graphique. Donc, bon, les abscisses et les ordonnées, ce n'est pas très important, mais l'idée, c'est que chaque petit point était une mesure de chacun que nous a partagé chacun des participants pendant l'atelier. Et du coup, on a compilé ça sur cette courbe. Et ce qui était assez joli, c'est que tous les points se suivaient sur une ligne droite, donc ce qui prouvait une loi de période d'un pendule. Et que peu importe la façon dont ils construisaient leur pendule, s'ils prenaient leurs mesures à peu près correctement, on arrivait à trouver quelque chose de commun avec toutes les constructions de chacun et de chacune derrière son écran. Donc voilà, c'était un exemple de ce qu'on voulait proposer pour essayer de réinventer un peu une interactivité en ligne et un échange, et aussi que le travail des participantes et des participants au live, des gens qui nous regardaient, ait un vrai intérêt dans la démarche. Parce qu'en fait, le clou du spectacle, entre guillemets, de la fin de l'animation dépendait du résultat de chacun et de chacune. Et voilà, du coup, l'idée, c'est que nous, tout seuls, sans le public, ça n'avait pas d'intérêt de faire cette démarche, mais là, le public était vraiment engagé dans ce processus, et avec un résultat à la fin qui cumulait toutes les activités de chacun.
Et qui a assez bien marché parce que je crois qu'on avait une erreur de moins de 4% sur l'estimation de ton pendule à toi. Et aussi, on voulait un peu sortir avec ça de l'idée de la manip comme recette à faire à la maison où tout le monde fait la même chose. Là, chacun a fait une chose différente, mais on a tous obtenu le même résultat. Et sur ça, peut-être Clémentine est avec nous. On est en train de faire un peu toute une réflexion sur ce que ça veut dire l'interactivité en ligne. On a présenté un peu de ces choses dans un webinaire d'Excite la semaine dernière, je crois. Mais peut-être Clémentine, tu peux compléter. Ouais, il y avait du coup, pour nous, c'était un peu la question de l'interactivité, elle s'est posée tout de suite. On lance quelque chose, mais on n'a pas envie de faire juste un médiateur qui propose une manip en mode tuto. C'était vraiment comment on crée cette interactivité, comment on la met en valeur, comment on essaye d'intégrer les publics au maximum. Donc, il y a nous, on le fait sur Twitch, et donc il y a le live de Twitch, mais on a quand même l'adresse mail. Si les gens ne créent pas de compte, ils peuvent nous envoyer des mails pendant l'animation sur l'adresse mail Confintation, dont on prend en compte pendant les animations. On demande aussi aux gens de nous envoyer des photos de leur production qu'on partage à tout le monde. Après, les gens s'inscrivent, ils ont une liste de matériel qu'on leur envoie à l'avance aussi. Donc voilà, tout un tas de choses qui continuent à garder ce lien. Et aussi, on s'est beaucoup questionné sur le lien garder un lien entre les publics et le monde de la recherche, comment on allait l'intégrer. Et du coup, il y a plusieurs choses qui sont sorties. On a un format qui est complètement dédié à des rencontres en petits comités entre des personnes qui s'inscrivent et un chercheur ou une chercheuse. C'est sur Zoom. Et c'est maximum 10 personnes avec un chercheur ou une chercheuse. Donc, ce qu'on a remarqué par ce format, c'est qu'en fait, généralement, quand on fait intervenir un chercheur ou une chercheuse dans nos activités, il y a un peu ce côté formel qui reste, où on présente l'invité, il y a un effort de se déplacer, du coup, il y a un petit formalisme qui existe et en fait, qui n'est pas du tout présent dans ces activités-là. En fait, on est à 1 seconde, il suffit de cliquer pour se connecter et du coup, c'est facile pour les participants, facile pour le chercheur ou la chercheuse, qui, du coup, engage une discussion complètement informelle. Il n'y a aucune préparation pour le chercheur ou la chercheuse. Souvent, il nous envoie une photo, une vidéo de sa recherche et on dit au public, ça vous évoque quoi? Et directement, ce côté informel est très présent et permet d'avoir des discussions très spontanées et très intéressantes et très riches. Qui sortent de ce cadre de on se déplace, du coup on présente le chercheur, son labo, qui il est, etc. Et autre chose, même dans nos activités en live sur Twitch, qui ont beaucoup de participants, on a essayé de pouvoir, c'est quand même plus facile d'avoir des chercheurs et des chercheuses à nos activités, parce qu'ils sont plus disponibles, parce que ça prend un temps moins important, parce que voilà, les situations actuelles font que, en fait, finalement, mobiliser des chercheurs et des chercheuses, c'est plus facile en cette période. Et donc, même quand on construit une activité sur Twitch, on essaye de garder 15-20 minutes à la fin, après avoir construit le contenu, après avoir bricolé, après que les participants se sont appropriés les notions et se sont posés des questions, d'aller plus loin et d'inviter un chercheur ou une chercheuse qui parfois a d'ailleurs déjà participé sur Twitch dans le chat avant, mais au même titre que tous les autres participants, et d'être là et de pouvoir poser toutes les questions qui sont sorties pendant la manip, pendant la discussion, au chercheur ou à la chercheuse qui vient après pour aller plus loin. Et on est assez satisfait. Nous, on est content de cette manière de faire. Après, Ouais. Et, oui, je sais pas Merci si Clémentine. Maxime encore, je ne sais pas s'il peut parler. Sinon, j'ai vu passer dans la chat une des questions. Maxime, t'interromps si tu peux intervenir. Mais une des questions dans la chat, c'est vraiment la question qui se pose, c'est le caractère inclusif de l'action en ligne. Pour l'instant, je crois que nous, on a diminué notre capacité d'inclusivité en allant en ligne. Et c'est effectivement une question de conquérir des nouveaux publics. On peut l'utiliser pour garder les contacts avec des publics éloignés qu'on a touchés, avec lesquels on a construit un rapport. Conquérir, aller toucher, aller trouver un contact directement en numérique, c'est très compliqué. Je ne sais pas si, je crois que peut-être on a un peu dépassé le temps. Mais oui, peut-être on va tourner pour que les gens puissent intervenir. Il y aura d'autres webinaires Amnesty, donc il y aura l'occasion
si ça te va, et éventuellement si Maxime retrouve son micro, il peut intervenir après. Je vous propose peut-être, merci beaucoup Mathéo et toute l'équipe pour la présentation. Si vous avez des questions, remarques, j'avais vu que Michel, tu avais levé la main, mais tu l'as rebaissé. Plus besoin. Non, c'était à propos de la durée. Combien de temps sommes-nous là-dedans? Il faut se donner une petite échéance et nous, on a pris 18 mois en nous basant sur un article de Science, paru dans Science en avril, qui parlait de début, de maintenir ça, la distanciation jusqu'au début 2022. Donc, on s'est donné ça comme objectif pour avoir on est obligé de se donner quelques points fixes. Donc, bien sûr. Voilà. Puis on a besoin de ce cadre-là aussi pour pouvoir avancer. Juste pour info, je ne sais pas si vous suivez, mais le Premier ministre vient d'annoncer en effet le déconfinement officiel. Voilà, c'est une première info. L'équipe AMSTI écoute en même temps le discours du Premier ministre. Donc s'il y a des choses un peu intéressantes ou importantes pour nous, on vous les donnera en même temps. Merci à eux pour ça. Si vous avez des questions, remarques, c'est le moment d'agiter les mains sur les profils Zoom. Pour le coup, je demande à Didier de m'aider parce que je fais le tour des… Mais je ne vois pas forcément tout le monde encore une fois. Et si on ne savait pas comment agiter la main, vous avez le droit d'agiter vos bras. Ça marche aussi très bien devant la caméra. Ah, donc je vois Aude. Voilà, très bien, Aude, je t'ai vu. Oui, bonjour à tous. Je suis contente de voir que vous allez tous bien. Alors, c'était plus une remarque et une réflexion qui va compléter un peu une des réflexions de Michel, qui était de dire d'intégrer et d'inclure aussi le visiteur dans sa visite et dans sa responsabilité et la manière et les nouvelles pratiques qu'il peut avoir dans ce temps de pratiquer l'interactivité dans nos musées, l'interactivité existante. Nous, on réfléchit à des dispositifs pour remplacer la main temporairement, donc sur 6 mois, 18 mois, on verra, avec des stylets qui seraient distribués un par famille, aux visiteurs après de réinventer comment il fait pour voir s'il y a un maître de jeu qui a toujours le stylet ou si le stylet passe de main en main dans le groupe familial ou dans le groupe de confinement déconfiné, pour pouvoir quand même pratiquer malgré tout les interactifs existants quand c'est possible, parce qu'il y a les grands interactifs, genre les tables où il faut faire glisser, zoomer, où ce ne sera pas possible. Mais autant que faire se peut, privilégier l'implication du visiteur, l'implication citoyenne, aussi sa responsabilisation, sa part des choses en fait dans le retour à la visite du musée. Et on considère vraiment la famille, le foyer comme un groupe et l'expérience qui va lui être proposée, dont ces petits outils auxquels on réfléchit, petits kits de survie pour aller faire sa visite découverte, c'est vraiment ensemble. Ça a vraiment un peu changé. On est vraiment sur la considération de ce groupe qui aura vécu de manière très autarcique pendant tout ce temps-là et qu'on veut prolonger dans la redécouverte des expos. Donc voilà, il y a la prolongation, peut-être pour synthétiser, c'est plus la main, mais quelque part, en attendant d'avoir redéployé les dispositifs et les nouvelles manières d'interagir qui vont bien, on essaye de miser comme ça sur des dispositifs bricoles, faciles, qu'on donne aux visiteurs. Ok, avec cette notion de groupe famille qui est sécurisant et une espèce de bulle dans la découverte de l'exposition ou de l'activité. Merci, Aude. Bruno, pour le vaisseau? Ouais. Donc, à toi. C'était pour rebondir un peu sur ce que disait Christelle. Donc, nous, on a un plateau d'exposition permanente de 1000 m², où il y a la libre circulation des publics, des enfants qui ont tendance à papillonner. Donc là, ça nous semble presque impossible pour l'instant d'imaginer comment recréer un parcours au sein de ces 1000 m² avec des univers thématiques, sans aller dans le saupoudrage avec quelques manips qui auraient été bien identifiés. Donc, un des scénarios, une des pistes, ce serait de faire un petit vaisseau, c'est-à-dire de fermer les expositions permanentes, de faire de la place sur une surface plus restreinte, avec un parcours aussi plus contraint. Et là, il nous semble intéressant d'explorer toutes les ficelles de la gamification, du jeu de piste, pourquoi pas toujours au sein de cette cellule familiale de la tribu, et avec l'accompagnement d'un médiateur sur le long du parcours, où on pourrait avoir plusieurs tribus en simultané, mais qui ne seraient jamais sur les mêmes étapes en même temps. Et pourquoi pas imaginer aussi, même entre les tribus, de pouvoir collaborer. Donc à distance, d'avoir aussi des éléments qui font que les personnes puissent s'échanger des informations pour avancer dans le jeu. Donc il y a cette idée de raconter une histoire et d'avoir aussi un parcours qui se fait en famille, mais qui pourrait accueillir plusieurs familles, avec un problème forcément dans les expos actuelles, les unités de passage ne sont pas forcément faites pour respecter 4 mètres entre des manips, plus les circulations. Donc nous, la chance qu'on a, c'est qu'on pourrait vider un plateau de 400 m² pour accueillir une expo de 250 m².
Donc, c'est donner aussi plus d'espace au sein d'un parcours imposé, avec des entrées et des sorties bien sûr différentes. Et sur des formats qui seraient aussi plus courts. Chez nous, on peut rester à la journée, mais pourquoi pas imaginer des créneaux sur réservation. Finalement, on aurait une seule expo à faire sur 2 heures, par exemple. Voilà. Ok, merci Bruno. C'est une piste aussi qu'on étudie à la Rotonde. Alors j'ai vu qu'il y avait Kevin qui était là aussi. S'il veut prendre la parole, il ne faut pas hésiter parce qu'on travaille là-dessus en ce moment pour une expo pour les tout petits qui arrive en septembre à la Rotonde. Autant vous dire que commencer un déconfinement avec une expo pour les tout petits, c'est idéal. Et il y a peut-être un thème aussi qui est intéressant à traiter, qui n'a pas forcément été trop traité pour l'instant, mais qui moi me pose question, c'est la place de nos médiateurs dans cette médiation-là, parce qu'il n'y a pas que des boutons sur lesquels il faut appuyer, il y a aussi de l'humain. Il y a de l'humain qui va devoir être au contact du public, qui va devoir aussi prendre confiance pour aller créer du lien social. Et c'est un thème aussi sur lequel qui n'est pas simple, qui est assez complexe. Mais voilà, la place de nos médiateurs dans nos structures, mais pas que dans nos structures, c'est également hors les murs, parce qu'il faut qu'on aille là où les publics sont, dans un environnement où on nous demande d'être loin des gens. Comment on va pouvoir travailler comme ça? Voilà, je pose cette question-là. Laure d'Astuce Science, je ne te vois plus à l'écran, mais j'ai vu que tu voulais parler, Laure. À toi. Vous m'entendez là? Tout bon. Ouais. Ouais, parfait. À toi. Je ne sais pas faire, c'est la première fois que je fais Zoom, c'est pour ça, excuse-moi. T'assures, bravo. Oui, je voulais juste poser la question en fait, des compétences nouvelles que ça implique pour les équipes. Nous, on a voulu, par exemple, se lancer dans de la radio avec une radio amateur, de faire des conférences en ligne ou d'interviewer, de faire des émissions de radio. Et forcément, voilà, on n'est pas forcément compétent, pas forcément très doué pour utiliser ces nouveaux formats en termes de dialogue. Voilà, donc ça demande en fait d'aller se former en fait en interne sur ces nouveaux outils, nouveaux médias ou nouveaux formats. Absolument. Je pense qu'il y a pas mal de nouvelles compétences qui sont en train d'être acquises un peu partout. Est-ce que d'autres veulent prendre la parole? C'est le moment. Si vous n'y arrivez pas, bougez devant votre… vous n'avez pas trouvé le bouton lever la main. Si, Kevin, ça y est, je te vois. À toi. Alors, on ne t'entend pas, Kevin. Il faut que tu actives ton micro. Oui, là c'est bon? Ça y est, c'est bon. Ouais, super. Donc bonjour à tous. Donc, comme tu m'as interpellé, je vais présenter un petit Voilà. peu on va dire les réflexions en lien avec la création de la nouvelle expo d'Artem qui s'appelle Gili Gili. Donc c'est une exposition sur le rire pour les 3-6 ans qui va être présentée pour la première fois à la Rotonde, si tout se passe bien, au mois de septembre. Et donc on a commencé un peu à réfléchir à cette coronavirus compatible. Une exposition où tout est manipulable. Alors, en fait, ce qui a été présenté, c'est déjà un petit peu les pistes qu'on a eues. Principalement, avoir des boutons quand il y avait des boutons qui sont au sol, qu'on peut utiliser avec les pieds ou des pédales. Un exemple particulier, normalement, il y avait une étagère avec plein de petites portes. On ouvrait les portes, on entendait un rire et on pouvait enregistrer son rire pour qui se cache derrière une des portes. Là, ça s'est transformé en pédales. On appuie sur les pédales, ça ouvre un peu des sortes de petites poubelles et les rires sortent de là. Donc, en fin de compte, la manip est la même, sauf qu'on n'utilise plus les mains, on utilise les pieds. Pareil, là, on utilise un micro, donc essayer d'obliger par le mobilier une distanciation avec le micro, parce qu'un micro, un adulte déjà, on va facilement se le coller sur le visage, un enfant encore plus. Donc là, l'idée, c'est que le mobilier, en lien avec la scénographe qu'on va créer, va ajouter, on va dire, une distanciation au micro qui va être contraint par le meuble, mais qui, en fin de compte, n'est pas imposé ou on va pas penser sur le fait que oui, ils vont penser à se mettre loin du micro. En fin de compte, là, ils sont obligés par la scénographie à respecter certaines règles. D'un autre côté, on pensait au gel hydroalcoolique aussi, avec des distributeurs et on va dire sensibiliser et laisser aussi le public acteur de sa propre sécurité. Et en fin de compte, on réfléchissait aussi à la Rotonde à organiser les visites de manière différente, en fin de compte. Zoner l'exposition et faire rentrer le public au fur et à mesure, ce qui permettrait, en fin de compte, un peu comme disait, j'ai perdu son prénom, mais la personne du vaisseau, mettre des tribus les unes après les autres qui vont visiter l'exposition en même temps, mais en fin de compte, vont pas se croiser. Donc, réfléchir à la scénographie, au sens de circulation pour permettre une visite de plusieurs personnes en parallèle, mais sans qu'ils se croisent
forcément. Donc voilà un peu les différentes pistes. Et j'ai vu dans le chat quelqu'un qui parlait des lampes UV pour désinfecter. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que j'ai commencé à chercher. Et pour le moment, moi, j'ai trouvé que des lampes qui nécessitent un équipement de protection digne de la NASA pour les médiateurs, pour pouvoir désinfecter les objets avec ces lampes-là. Donc, c'est vrai que c'est des outils qui peuvent être intéressants à être partagés de ce point de vue-là quand on trouve un peu des astuces sur ces nouveaux moyens de désinfection en fin de compte. Et aussi, autre chose pendant que j'y pense, parce que je n'ai pas préparé, mais on pense aussi à transformer les matériaux pour qu'ils soient le plus facilement désinfectables possible. Donc, par exemple, une baguette, il y avait une baguette magique, un des objets, il va être en PVC. Il y a pas beaucoup moins de tissu pour ne pas être obligé de laver, beaucoup plus de PVC ou de bois qui peuvent être facilement désinfectés. Donc pour l'instant, c'est les premières pistes qu'on a et qu'on travaille au fur et à mesure avec la scénographe, avec les développeurs pour essayer d'adapter au maximum ces créations sans trop les modifier aux nouvelles règles qui vont apparaître au fur et à mesure. Merci Kevin. Peut-être c'est intéressant si l'AMSTI, pour le coup je me tourne vers Didier, si on pouvait imaginer une zone où on peut poser tous ces trucs et astuces, je pense, style lampe à UV, matériel avec des références pour que les collègues puissent accéder à ça. C'est vraiment intéressant. Il y a des gens qui ont pas mal avancé. Alors ça peut être dans le cadre de la conversation, mais pour le coup ça va durer le temps du Zoom. Voilà, peut-être réfléchir à un espace. Ça peut être sur le Discord, hein, c'est parfait pour commencer à travailler là-dessus. Et j'ai mangé l'autre truc que je voulais dire. C'est pas grave. Ça reviendra plus tard. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole, s'exprimer là-dessus? Si, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Je pense que ça va être intéressant aussi pour le coup, à mon avis, quand on aura le droit de voyager. Moi, je serais très preneur d'aller voir comment vous avez tous travaillé dans vos structures. On va tous avoir des plans un peu à l'épreuve, au feu du test. Ouais, ça sera intéressant d'aller voir dans cette période-là comment chacun s'en empare. Ça va être très riche. Est-ce que d'autres personnes veulent s'exprimer? C'est le moment. Oui, Jean-Marie, je vois que tu bouges la main. C'est la main physique à la place de la main de Zoom. Ça marche aussi. À toi. Et voilà. C'est parfait. Bonjour. Donc là, je représente Armor Science, qui est une toute petite structure, si petite que contrairement à toutes celles qui en sont intervenues jusqu'à maintenant, nous n'avons strictement aucun salarié. Donc nous sommes exclusivement animés par un groupe de bénévoles particulièrement actifs et dévoués. Et donc, n'ayant aucun salarié et aucune surface pour pouvoir présenter des expositions, nous sommes dépendants des surfaces que nous donnent pour des expositions temporaires les municipalités, par exemple, ou des écoles, et pour les animations de ces expositions, de leurs propres animateurs. Donc nous étions en train, lorsque la pandémie est arrivée, nous étions en train d'imaginer un système qui nous permette de présenter des expositions sans qu'il y ait besoin d'un animateur. Je m'explique. La plupart du temps, les animateurs de toute manière d'une médiathèque n'ont pas la compétence pour pouvoir présenter l'exposition, qu'elle soit une exposition poster ou des expositions de matériel. Et donc, nous avons imaginé un appareil qui permette de communiquer avec les smartphones ou avec les tablettes des visiteurs et adapter des commentaires oraux, adapter des compléments d'information par vidéo, et ce, en s'adaptant automatiquement au format et au matériel de chacun des participants qui atteignent ceci simplement par l'utilisation d'un flashcode. Bon, nous en étions là quand l'épidémie est arrivée, et nous avons adapté ça et accéléré le mouvement d'ailleurs pour travailler là-dessus. Et nous envoyons, depuis le début du confinement, nous envoyons toutes les semaines par tous les systèmes d'information qu'on a pu imaginer, nous envoyons les liens permettant d'aller voir chaque semaine une de nos expositions, soit une ancienne qu'on a adaptée, soit une nouvelle qu'on est en train ou qu'on vient de créer, une exposition qui permette à chacun, en cliquant sur le lien, d'aller sur Internet directement visiter l'exposition et avoir l'accès aux commentaires oraux que nous aurons enregistrés, aux illustrations avec des
avec des petites vidéos qui agrémentent le suivi de l'exposition. Alors, ceci est adaptable, bien entendu, à tout type d'exposition. Également, ce que nous avons développé et mis à disposition parmi les choses que nous mettons toutes les semaines, c'est un laboratoire virtuel. C'est-à-dire que nous avons développé un logiciel qui permette de faire une expérience, et cette expérience, on est piloté étape par étape de l'expérience, mais on l'a fait vraiment avec toutes les contraintes d'une expérience réelle, y compris le cahier de manip, y compris devoir laver les instruments après. Et donc, le jeune ou le moins jeune qui fait cette expérience permet de suivre jusqu'au bout. Par exemple, nous avons mis sur le site l'expérience permettant de mesurer la densité de l'air tout facilement. Donc tout ça, si c'est des choses que nous allons continuer à développer pour après la fin du confinement, puisque ça colle avec nos contraintes de ne pas avoir de personnel permettant d'assurer l'animation d'une exposition et le fait aussi de ne pas avoir de pièces, de salles, de locaux d'exposition, et en particulier développer cet appareil qui permettra de présenter des expositions dans des salles, des médiathèques, même lorsqu'il n'y aura pas l'accès Internet, qui se fera par l'appareil lui-même, qui coûte 3 francs 6 sous. Merci Jean-Marie pour cette présentation. Juste une info avant aussi d'autres, je vous ai sûrement vu passer, mais régions Île-de-France, Hauts-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté restent en rouge et tout le reste passe en vert. Voilà. Oui, alors tu es contente, l'Auvergne est en vert. Mais est-ce qu'on a accès aux plages? Ça, je sais pas. Mais nous, la plage, déjà, on n'en a pas. Donc, Est-ce qu'il y a d'autres prises d'informations, des gens qui veulent parler? Je fais le tour. Didier, tu me dis, c'est pareil si je vois personne. Non. Oui, je vois Stéphanie. Okay. Stéphanie du MNHN, à toi. Bonjour. Bonjour à toi. Bonjour à tous et à toutes. C'est la première fois que je rejoins le groupe de l'AMSTI, donc je suis très heureuse d'avoir l'occasion de discuter et de vous écouter surtout aujourd'hui. Merci beaucoup. Je voulais simplement vous dire que moi, je suis en charge des contenus numériques au Muséum national d'histoire naturelle et qu'effectivement, c'est une mission qui est au cœur de nos missions, au quotidien, de développer l'interactivité en fait du muséum avec ses publics via le web, les réseaux sociaux surtout. Mon équipe intervient un petit peu in situ également, mais je n'interviendrai pas sur ces sujets-là aujourd'hui parce qu'on est très peu impliqué aujourd'hui sur ces questions-là. Mais en tout cas, clairement, dans cette phase de confinement, nous avons testé de nombreuses nouvelles modalités d'interaction avec nos publics en impliquant les chercheurs du muséum, les médiateurs, ce qui nous a effectivement amené à développer très rapidement de nouveaux process de collaboration avec des gens qui faisaient de la médiation in situ habituellement, médiation humaine, et aussi de tester des choses. Et j'entendais avec beaucoup d'intérêt les tests de live que nous, pour le coup, on n'a pas vraiment abouti. En revanche, on a développé des plateformes comme L'Homme en question, l'Alimentation en question, qui sont des plateformes web sur lesquelles on invite les internautes à poser leurs questions aux chercheurs du muséum. C'est pas mal accompagné éditorialement. C'est donc assez formel en réalité. J'entendais Clémentine tout à l'heure qui parlait de formalisation de l'interaction et aujourd'hui l'opportunité qu'on a finalement d'être un peu moins formel en fait en utilisant des plateformes, des outils divers. Et en tout cas, je voulais vous dire que je ne vais pas aller beaucoup plus loin, simplement vous dire que moi je suis très intéressée à l'idée de partager nos retours d'expérience spécifiquement sur ces questions d'interactivité online. Voilà. Super, merci Stéphanie. Noémie, j'ai vu que tu voulais parler. À toi. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc moi je travaille à l'école de la médiation, donc formation à la médiation humaine, et effectivement en ce moment, ce que tu disais tout à l'heure, Guillaume, moi me parle beaucoup, c'est à partir du moment où en ce moment toutes les personnes qui font de la médiation humaine se mettent à re-questionner leur métier, leurs activités à travers la médiation numérique, ça permet de développer beaucoup de choses, mais ça questionne quand même sur restera-t-il de la médiation humaine demain et après-demain?
Et à chaque fois, on se rend compte qu'il y a toujours beaucoup de lobbying à faire pour dire que la médiation humaine en présentiel, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui coûte cher en temps de travail, mais c'est quelque chose d'important. Et maintenant, en plus de ça, on a la distanciation physique, on a les gestes barrières. Je pense qu'il faut encore plus, tous ensemble, tout ensemble, réfléchir à quels sont les apports de la médiation humaine en présentiel que ne permettent pas les autres outils. Et pour pouvoir continuer, ces compétences-là qu'on a développées dans l'interaction, dans la relation en présentiel, dans l'échange, il y a aussi des choses qu'il va falloir, dès qu'on pourra dépasser la distanciation sociale, et à partir de lundi, on est déconfiné, ça va faire du bien, voilà, voir vraiment quel est le cœur de notre métier à ce niveau-là et qu'est-ce qu'il faut continuer à défendre, parce que ça va être de plus en plus difficile à défendre ça, je pense, auprès de nos RH, toute la présence humaine dans les expos, dans nos sites et en ligne. Donc, réfléchissons à ça, effectivement. Oui, Naomi, un sujet de plus sur la table, en effet, c'est clair. Je regarde s'il y a des gens en plus. Non, je vois pas grand monde. Oui, je vois. Christelle, t'as toujours pas. Ça fait 2 fois que tu viens et tu sais toujours pas où est le bouton pour lever la main. Ah oui, si, c'est vrai. Pour la prochaine fois. Promis. Allez, non, mais je pensais à ce que disait Noémie et je me disais. Pas de problème. Je crois que le but, c'est quand même que notamment dans un lieu, en tous les cas, que les visiteurs qui viennent se sentent, en particulier avec ce qui va se passer là quand même, en sécurité de façon générale. Et certes en sécurité sanitaire, mais aussi, et moi je le dis souvent, en sécurité physique et en sécurité affective dans les prochains temps en particulier, je dirais même psychologique, quand on voit les enfants à quoi ils vont être confrontés dans les prochains temps. J'avais déjà dit la semaine dernière, je crois que c'était un peu mon angoisse en tant que mère là, en ce moment, de savoir vers quoi on va les faire sortir quand ils vont aller dehors. Et s'il y a bien quelque chose qui ne peut pas être remplacé, d'abord, c'est des sourires. Donc, je sais bien que les médiateurs scientifiques ne font pas que ça, mais néanmoins, l'humain, quand même, c'est ce qui l'amène. En tout cas, je ne vois pas ce qui peut remplacer ça. Et puis après, l'expérience, elle va... En tout cas, au vaisseau, ce qu'on porte, c'est que de façon générale, l'humain ne peut pas être remplacé parce que c'est ce qui permet en fait d'humaniser la rencontre et c'est ce qu'on va devoir défendre en particulier dans les prochains temps pour pouvoir aller plus loin et ramener en fait de l'expérience, de l'interactivité, et ça, il va falloir qu'on le construise, qu'on le réfléchisse effectivement, mais je rejoins du coup ce que je disais au début, dans une expérience de visite générale. C'est-à-dire que tu as tout à fait raison quand tu dis que ça va être global et qu'on va tous devoir travailler encore plus ensemble parce que l'un ne va plus aller sans l'autre ou l'un va compléter l'autre en fait. Donc voilà, donc ça me faisait penser à ça. Voilà pour le vaisseau. Ouais, moi je partage 1000 fois et en tout cas là pour le coup je parle en mon nom de directeur de la Rotonde. L'absence de médiateur est absolument pas un sujet à l'ordre du jour et on changera pas notre façon de faire de la culture scientifique et il y aura de plus en plus de médiateurs, j'espère, dans nos lieux et virus ou pas virus, c'est clair. Et la notion de confiance, tu me fais une magnifique transition pour la suite. C'est un autre sujet qu'on avait déjà évoqué la semaine dernière. Ce qu'on vous propose, c'est de le traiter la semaine prochaine. Pour ceux qui veulent, encore une fois, comment on va donner confiance, comment on va rassurer nos publics de revenir. Et il n'y a pas que nous pour le coup, je pense que c'est pareil pour les cinémas, pour plein de lieux, le restaurant, voilà, où on a une vie sociale. Mais comment on va donner envie aux gens de se dire demain ou ce week-end, je vais aller dans un lieu de culture scientifique ou dans un événement et je vais être en confiance. Et je pense que les médiateurs ont un grand rôle à jouer là-dessus aussi. Et voilà, donc comme je vois l'heure tourner, on vous avait dit 16h30, on va respecter l'horaire et je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine, pour ceux qui veulent encore, une fois autour de cette grande thématique de la confiance. Et je voulais, avant de vous quitter, vous remercier très chaleureusement. Voilà, vous êtes encore une fois super nombreux. C'est très agréable pour l'équipe AMSI, pour tous les gens qui bossent. Et puis, il y aura au moins une réussite dans ce fichu virus et le fait de se connaître encore mieux, de se voir. Je vois qu'il y a plein de gens qui demandent les noms des personnes. C'est top. Voilà, c'est la puissance d'un réseau et moi je suis ravi que ça puisse se passer comme ça. Donc on peut encore une fois dire que voilà, on a un virus qui nous embête, mais on est capable de retourner le truc pour créer une bonne dynamique et ça c'est positif. Et puis on a besoin de positif en ce moment. Donc voilà. Prenez soin de vous. Je vous remercie beaucoup encore une fois d'être là. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à envoyer des messages si vous voulez. Il y a des sujets que vous voulez traiter. Didier et l'équipe AMSI sont disponibles. On va vous envoyer le PowerPoint qui a été fait et la vidéo qui a été enregistrée également. Prenez soin de vous et bonjour à tous vos collègues également dans les structures qui sont chez eux. Passez-leur le bonjour de toute l'équipe AMSTI. À très bientôt. Ciao, ciao.